Salut tout le monde, comment ça va les amis? Salut, salut. Tout va Salut bien? l'équipe. Ça va Hello, hello. nickel. Ça avait pas trop manqué les matchs de foot? Un La peu, petite hein. Ah, pause? le petit match à 15 h quand même, c'était sympa, hein. Ouais, match de Ah, 15. On a eu des matchs sympas en plus à 15 h. Enfin, il y a eu du bon et du moins bon, mais il y a eu des trucs sympas. C'est des Bon, fois, on se clair. levait à 3 heures pour regarder les matchs. bon les amis, juste, il n'y a pas Kanto, il n'y a pas Braque, donc fallait quelqu'un qui lead l'émission. Aujourd'hui, le taulier, le patron, c'est Pipion les gars. Donc Pipion, écoute, hein, je te laisse prendre les choses en main, hein. De toute façon, tu sais faire. Allez, bah parfait, bah voilà, c'est ça exactement. Des fois, il faut faire appel au troisième gardien, donc je suis le Alphonse Areola, le Michael Andro d'hors-jeu. Donc j'espère dépanner, mais c'est évidemment avec grand plaisir. Aujourd'hui, on est là pour parler forcément des premiers huitièmes de finale. Et bah, petit tour tableau, ça va Bruce, tranquille? Écoute, ça va, tranquillement, comme je disais, ce matin, je me suis levé avec les yeux explosés, et les yeux gonflés, fermés un petit peu aussi. Donc, écoute, je suis pas à 100%, mais on fait avec. Il y a le foot qui. Enfin, il y a l'euro qui reprend, donc ça, c'est sympa. Ouais, ça c'est sûr. Monsieur Yous, est-ce que les donneurs de Lucas Podolski ne te manquent pas trop? Alors c'est bon, je les ai digérés. Donc, mais du coup là il me manque. On va devoir y retourner, je crois, les gars. Ça va en tout cas. Ça va les gars? Bah ouais, hein, la forme, hein, ça y est, hein, c'est reparti pour un tour, 2 petits jours pour se reposer. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'il y a la Lazio qui va jouer son huitième de finale contre la Suisse, et on a fait forcément appel à l'ami Elvin Defadio. Comment ça va, Elvin? Comment ça va les amis? Alors, je suis stressé, mais je vois que vous vous êtes bien amusés en Allemagne. Ah, il s'est passé deux, trois trucs, Ah, ouais. il s'est passé pas mal de choses, ouais. Ça, c'est sûr que ça a été assez divertissant. Mais voilà, avant d'attaquer forcément cette preview d'Italie-Suisse et d'Allemagne-Danemark, on est toujours accompagné par notre partenaire Winamax tout le long de l'Euro. Donc voilà, un grand merci à eux. Avec Winamax, votre premier dépôt est doublé en pari gratuit jusqu'à 100 euros. Et vous avez 10 euros de bonus supplémentaire avec le code ORGE10. Dépôt au minimum de 15 euros par carte bancaire. Donc on vous rappelle évidemment, les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Faites attention, on ne devient pas riche avec les jeux d'argent. Donc jouer juste pour un petit divertissement. Voilà, on va pas toucher le pactole avec, donc soyez vigilants là-dessus. Messieurs, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec le premier match qui arrivera à 18 h avec ce Suisse-Italie qui est peut-être une des affiches. Je vais pas dire les plus indécises, mais c'est vrai qu'on a d'autres affiches qui sont peut-être un peu plus déséquilibrées. La tendance voudrait qu'on sorte l'Italie comme favorite, mais c'est vrai qu'on a eu un premier tour très intéressant de la part de la Suisse. Et puis moi, j'ai envie tout simplement de commencer avec toi, Elvin, comme tu es présent parmi nous pour nous parler de cette National A. Quel est ton sentiment à l'issue de cette phase de groupe? On se disait qu'on n'était pas passé loin, tout simplement, de la correction, d'une élimination dès le premier tour, ce qui aurait été forcément très fâcheux pour un tenant du titre. Ah ben, il y a un petit peu plus de pessimisme au lieu d'avoir du positif, parce que ouais, la phase de groupe a été très compliquée. Il y a eu cette victoire lors de la première journée, mais ensuite face à l'Espagne, sans Donnarumma, t'en prends 3. Contre la Croatie, je le reprécise, mais sans le but de Zaccagni à la 98e minute, on serait en train de parler d'une Italie éliminée. Donc la Suisse serait en train d'affronter quelqu'un d'autre. Donc honnêtement, je ne sais pas comment l'Italie va arriver dans cette rencontre. Sur le papier, elle paraît favorite parce qu'elle a de meilleurs joueurs. Mais franchement, c'est un petit peu la bête noire de la nationale et la Suisse. Et d'ailleurs, j'espère que ça n'arrivera pas au pénalty parce que les deux fois où l'Italie a eu besoin de faire appel au tir au but ou au pénalty face à la Suisse, ça s'est pas très bien terminé. Ouais, c'est vrai, ton sentiment, Bruce, toi, t'annonçais cette équipe d'Italie, justement, comme une formation dont il fallait se méfier. C'est vrai que sur le papier, c'est pas le groupe le plus étoffé par rapport à d'autres favoris, mais on sait que voilà, il faut jamais trop les enterrer. Évidemment, il y a eu cette entame contre l'Albanie, on s'est dit, ok, il y a du matériel. Par contre, contre l'Espagne et la Croatie, ça a été extrêmement poussif. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu déçu, je m'attendais un petit peu mieux. Bon, contre l'Espagne, on a compris que cette Espagne, en tout cas en phase de groupe, était injouable et je pense que beaucoup de nations, voire quasi toutes les nations, ça aurait été très compliqué pour eux. Donc on a vu une vraie différence sur ce match-là, mais je m'attendais quand même un petit peu mieux de l'Italie, par exemple, contre l'Espagne. Et après, c'est contre la Croatie, quoi. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'occasions aussi et beaucoup d'imprécisions devant. Et comme l'a dit Elvin, ils se sont fait très peur parce que finalement, avec l'histoire des meilleurs troisièmes, ils auraient été éliminés. Donc heureusement qu'il y a ce but à la fin. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelques déceptions parce qu'on attendait par exemple beaucoup un Scamacca dans cet euro parce qu'il arrivait en forme.
Bon, pour le moment, offensivement, en tout cas du côté de l'Italie, c'est vrai qu'on est un peu à la peine parce que c'est souvent, ça vient peut-être des défenseurs. On a vu Bastoni au premier match, on a Calafiori, c'est lui qui amène le deuxième, le but à la fin contre la Croatie. Donc voilà, et puis il y a aussi peut-être quelques déceptions de manière générale. C'est vrai qu'on retrouve pas, par exemple, je pense, le Di Marco qu'on a l'habitude de voir avec l'Inter. De manière générale aussi, ça s'applique à d'autres joueurs. Mais encore une fois, c'est l'Italie, ils sont présents. Ils sont dans une partie de tableau où je trouve il y a beaucoup d'équipes, où il y a quand même pas mal d'incertitudes. Bon, la Suisse, ils nous ont surpris agréablement pour le coup, parce que on avait reçu des experts de la sélection suisse qui avaient quelques doutes, notamment sur les choix du sélectionneur. Et c'est vrai que la Suisse nous a agréablement surpris dans cette phase de poule. Ils ont fait ce qu'ils font très bien à chaque fois, à savoir poser des problèmes à tout le monde et être très dur à battre. Et c'est pour ça qu'ils sont en huitième. Donc je m'attends à un match compliqué, très serré entre l'Italie et la Suisse. Mais je pense qu'à ce petit jeu-là, l'Italie peut s'en sortir. Voilà. Et comme je l'ai dit, il y a une partie de tableau quand même qui offre beaucoup de possibilités à beaucoup de monde. Si c'est sûr que si tu te retrouvais dans la partie de tableau de gauche, bon, ça aurait été très compliqué d'avoir un beau parcours. Mais là, je me dis que c'est jouable et attention quand même à cette Italie qui est capable de gagner difficilement et de s'en sortir difficilement. Voilà, ils ont quand même ça, ça fait partie de leur ADN. Donc voilà. Ouais, tu parlais de notre expert suisse, Jonathan, qui sera avec nous en ligne dans une petite dizaine de minutes pour parler de la native, mais on va continuer d'insister un petit peu sur la Squadra Azzurra. Yous, toi, qu'est-ce que tu as envie de retenir sur cette phase de groupe? C'est vrai que on a eu le sentiment que pour l'Italie, il y a eu ce premier match de rodage et après, ça a été vraiment compliqué, mais une qualification à l'arrache, t'es pas passé dans la correctionnelle. Voilà, j'ai pas envie de dire il n'y a plus qu'à, parce que forcément, pour un tenant du titre, tu as toujours envie d'aller faire la même performance, même si on devine que pour cette équipe-là, en 2024, ce sera compliqué. Toi, est-ce que tu as des motifs d'espoir pour la suite? Bah, c'est vrai que c'est un peu le symbole de ce parcours de l'Italie en poule, est un peu le symbole de ce qu'est cet Euro, à quel point ça se joue à pas grand-chose. Et d'ailleurs, ça c'est marrant, c'est que ce but dont vous parlez de Zaccagni à la fin du match contre la Croatie les qualifie. Et à un but, ils finissent deuxième, ils auraient pu finir du coup troisième non qualifié. Et ce but leur permet même d'être dans une partie de tableau qui est en plus plus favorable. Et dans lequel, même si effectivement tout s'est joué à pas grand-chose pour eux, bah, potentiellement, ils peuvent largement tirer leur épingle du jeu dans ces phases éliminatoires. Moi, je retiendrai les bonnes périodes quand même, contre l'Albanie, il y a eu du bon, contre la Croatie, il y a eu du mieux, tout au cours du match. Voilà, tout n'était pas parfait, mais je pense que le passé des dernières compétitions et plus globalement chaque année, hein, peu importe les compétitions, on nous montre qu'un gagnant, qu'un favori, qu'un outsider peut petit à petit faire son petit bonhomme de chemin, pardon, sans que tout soit parfait. Et pour le coup, cette Italie, je pense que c'est un peu le symbole de ça, c'est qu'il y a, à mon avis, de la qualité, surtout le 11. Là, attention, on verra, on va en parler parce qu'apparemment, il y a quand même quelques absents aujourd'hui. Mais l'Italie a la qualité pour aller loin, mais effectivement, tu as aussi le fait que on n'est pas non plus, rempli de certitudes qui nous permettent de nous dire: «Bah, là, aujourd'hui, contre la Suisse, qui a montré des belles choses en poule, ça va être facile». Donc ça va être compliqué, mais effectivement, en tout cas, ils ont les armes, je pense, pour potentiellement aller très loin dans cet Euro, même si effectivement ça s'est pas joué à grand chose, dans ce groupe. Ouais, le 11 probable face à la Suisse, on va voir qu'il y aura quelques changements, des choix forts de la part de Spalletti. Il y a aussi des conditions particulières avec la suspension de Calafiori, Di Marco blessé. Yous, tu gardes la parole. Je vais demander un top, un flop sur cette phase de groupe côté italien. Alors, je pense qu'un top et beaucoup l'auront, mais je pense que c'est bien de réinsister un peu là-dessus. Je vais évidemment citer Calafiori, comme top qui voilà, même si, pour les plus experts d'entre nous, on le connaissait, on l'avait vu à Bologne là, clairement pour ceux qui le connaissaient pas bien, je pense qu'ils l'ont bien découvert ce genre de défenseur, confiant. On aime voir ce genre de profil. Pour le flop, moi je dirais Jorginho. J'ai pas trop voilà, je l'ai pas trouvé au niveau dans cette phase de groupe. D'ailleurs, pourrait que voilà, une belle transition, la prod est incroyable aujourd'hui. Il se pourrait du coup qu'il soit pas titulaire, en tout cas C'est pas la c'est la prod qui est compo incroyable, probable. c'est moi qui dis il y a 5 secondes de remettre la compo probable à Poineau. C'est juste ça, je balance. Il écoute juste bien. Donc ouais, voilà, un top, Calafiori, un flop Jorginho, pour ma part. Bruce, de ton côté, un top et un élément qui t'a peut-être un petit peu déçu pour l'Italie?
Bah top, comme Hughes, on va dire Calafiori quand même, qui a fait beaucoup de bonnes choses, hein. Voilà, même s'il y a eu le CSC et tout, dans l'ensemble, lui, il a tenu la baraque et voilà, encore une fois, c'est lui qui apporte ce but contre la Croatie. Donc pour moi, c'est lui qui s'en est le mieux sorti. Et après, en déception, bon, même s'il ne sera pas là, peut-être vas-y, un Di Marco, j'ai envie de te dire, parce que c'est un joueur qui d'habitude, même s'il joue à l'Inter, c'est un joueur que j'aime bien, en tout cas avec le système de l'Inter et tout. C'est un joueur qui peut faire beaucoup de différence de son côté. Et c'est vrai que j'ai pas du tout vu le même impact, etc. Donc je dirais Di Marco, parce que j'en attendais quand même pas mal. Elvin, de ton côté, tu Bah, moi, dirais quoi? pour apporter d'autres trucs, je te dirais Donnarumma est forcément dans les buts. Hmm. Ouais. La qualification se joue aussi grâce à lui. Et puis en flop, Di Lorenzo, parce que dans les 3 matchs, il a souffert, que ce soit contre l'Albanie, contre l'Espagne, j'en parle même pas, et contre la Croatie, il n'a pas été bon du tout. Et on le voit, c'est un titulaire indiscutable. Donc là aussi, je pense que Di Lorenzo, à droite, j'attendais beaucoup plus. On va maintenant se projeter sur ce fameux 11 où il y a beaucoup de débats. Je vois que Matt nous dit El Shaarawy en Big 2024 quand même. C'est vrai qu'on n'est pas sur FIFA 13 avec sa fameuse coupe Pharaon. Mais oui, il est bien là, titulaire dans une équipe huitième de finaliste de l'Euro 2024. Toi, Elvin, est-ce que ce 11-là, compte tenu voilà, des circonstances, des absents, suspendus ou blessés, est-ce que ça te plaît? Moi, c'est vrai que bon, ce que j'avais dit au début de l'Euro, c'est que je trouvais que le 11 sur le papier était super intéressant. Par contre, dès qu'il faut faire voilà, des entrants, des remplaçants, moi je suis pas sûr que Cristante, El Shaarawy ou même voilà, Fagioli, on est un petit peu dans l'incertitude par rapport à son temps de jeu. On rappelle qu'il est revenu de sa très longue suspension avec son affaire de Paris sportif. Ça me paraît un petit peu délicat. Je sais pas ce que t'en penses toi. Bah, grâce à ce design, on voit toute la médiocrité des remplaçants de la nationale. Non, mais il y a des choix intéressants, comme instaurer finalement et enfin Fagioli. C'est le mérite, parce que Jorginho, c'est plus possible. Donc, ça, c'est bien. Après, il y a des choix qui sont incompréhensibles. Comment tu peux mettre El Shaarawy alors que tu l'as jamais fait jouer pour le moment? Donne confiance, par exemple, si tu veux être cohérent, à Nzakani, qui a mis le but qui t'a sauvé. À la limite, si tu veux donner la chance à un autre joueur. Derrière, Mancini, pareil, j'ai beaucoup de réserves. On verra ce qui pourra se passer. Et puis au milieu de terrain, excusez-moi, mais quand tu as le débat en 2024 de dire que Cristante est titulaire avec l'Italie, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, honnêtement, ce 11 ne m'inspire pas du tout confiance. Encore une fois, l'Italie va très certainement devoir s'en remettre à un Barella ou un Chiesa en forme, voire très certainement encore à un Donnarumma. Il y a clairement des points faibles dans ce 11. Ton avis là-dessus, Bruce, est-ce que ce 11, compte tenu voilà, de l'adversité, d'une Suisse qui est plutôt bien en place, qui voilà, a ses cadres, est-ce que tu t'attends à un match forcément bah, compliqué, qui peut peut-être s'étirer? On parlait pourquoi pas de prolongation, voire de tir au but. Bah c'est vrai que ce match, il pue les prolongations, voire les tirs au but, hein. On était quasi tous d'accord, on en parlait en off un petit peu avant, ça sent bien ça, mais c'est vrai que bah, quand tu vois cette équipe d'Italie, là il y a des absents aussi, donc forcément ça fait mal, mais c'est vrai que c'est pas impressionnant quoi. Puis comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'El Shaarawy, c'est assez fou de le voir encore titulaire sur un match comme ça. Voilà, ça fait 150 ans qu'il est là, et El Shaarawy, bon, on a l'impression qu'on avait déjà un peu tourné la page, mais écoute, faut bien composer avec ça. Et quand tu vois le milieu de terrain, comme vous avez dit aussi, quoi, l'Italie nous ont quand même habitués à avoir toujours au moins des très bons milieux de terrain ou des bons milieux de terrain. Là, c'est vrai que c'est moins impressionnant. Donc, ouais, il va falloir peut-être un très bon Barella qui prenne les choses en main, en tout cas. Et puis la défense, oui, c'est pas ultra rassurant. C'est vrai que le Mancini, Di Lorenzo, bon, c'est pas ultra rassurant à Calafiori. C'est sûr qu'on aurait été bien mieux côté Italie. Mais bon, écoute, c'est comme ça, faut composer sans. Mais voilà, pas mal d'incertitudes. Mais encore une fois, comme je le disais, l'Italie, quand il y a pas mal d'incertitudes, c'est une des rares équipes ou rares nations qui est capable de te sortir quand même un bon match. Donc moi je pense que ça fait peur, oui, mais je ne sais pas pourquoi, question de feeling et tout, je pense qu'ils vont faire un match quand même sérieux, ça va être compliqué, mais moi je les vois quand même s'en sortir. Bah, on verra ça tout à l'heure à 18h. Yous, est-ce que pour toi, une colonne vertébrale composée de Donnarumma, Bastoni, Barella et Chiesa, ça peut suffire justement à se sortir de la Suisse? On verra après pour le reste du tournoi, mais on sent que quand même, voilà, on est déjà sur une adversité costaud pour cette année en 2024, qui a peu de certitude, hormis ces joueurs, comme on peut dire, un peu fiables. Ouais, c'est vrai qu'on peut dire, ouais, entre guillemets, que peut-être que la chance de cette Italie-là et surtout de ce 11-là, c'est peut-être de rencontrer une Suisse qui, même si elle nous a surpris en poule, reste une équipe quand même plus abordable que d'autres, hein. On voit enfin, il y a certaines autres équipes qui n'ont pas la chance de rencontrer la Suisse en huitième.
Maintenant, effectivement, la capacité de cette colonne vertébrale que tu cites, qui sont de très bons joueurs, qui sont vraiment des joueurs de haut niveau, qui pourraient être titulaires sans doute dans d'autres sélections. Le problème, c'est plutôt ce qui est à côté. Ouais, la question, c'est de se dire, voilà, est-ce que ces 4-là que tu cites, est-ce que peut-être Scamacca aussi, qu'on n'a pas forcément encore vu à son top niveau, en tout cas le niveau qu'il a montré à Bergame cette saison-là sur les 3 premiers matchs, est-ce que ces joueurs-là peuvent permettre à l'Italie voilà, de monter un peu d'un cran en termes de niveau? Je pense que le facteur X, c'est clairement Donnarumma, et comme l'a très bien cité Elvin, c'est que c'est un des meilleurs joueurs de cette phase de poule, et peut-être que si Mamadardashvili n'avait pas fait 3 matchs incroyables, on serait unanime pour dire que c'était peut-être le meilleur gardien de cette Euro pour le moment. C'est un facteur X, on sait, dans ces matchs à élimination directe, où potentiellement ça peut aller au penalty, ou même ça va se jouer sur peu d'actions, peu d'occasions. Clairement, ça va être la vraie inconnue de ce match. Voilà. Est-ce que Donnarumma, je me fais pas trop de soucis pour lui. Est-ce que les autres vont aussi répondre aux défis que la Suisse va poser, ouais. Avant de parler justement de cette Natine, dernière question pour toi, Elvin. Est-ce que tu es déçu pour le moment de Luciano Spalletti? Parce que c'est vrai qu'on avait échangé tous les deux en se disant, bah tiens, quand même, pour cette équipe d'Italie, qui est un petit peu voilà, mitigée par rapport à cet effectif, tu as quand même un tacticien de renom. On se souvient que lors de l'Euro 2016, Antonio Conte avait proposé quelque chose d'assez consistant avec, je me souviens, Parolo, Eder, Graziano Pelle. Et pour l'instant, c'est vrai que sur ces matchs-là, on retrouve pas forcément la patte Spalletti, ce qu'on avait pu voir avec Naples notamment. Je l'avais dit ici même hors jeu que il y avait peu de certitude dans tous les cas parce qu'il y avait eu peu de continuité dans les résultats. Après, le souci, selon moi, c'est l'équilibre qu'a toujours pas trouvé Spalletti. On le voit, n'importe quelle équipe pour le moment, elle peut mettre en difficulté l'Italie à n'importe quel moment du match. Ça s'explique évidemment très certainement par le niveau de l'équipe, mais aussi la patte de l'entraîneur. C'est compliqué de donner un équilibre dans une compétition, soit ça passe pas. Pour le moment, on l'a vu, même l'équipe de France, Didier Deschamps, il n'a pas réussi à le faire. Donc c'est embêtant parce que en fait l'Italie peut pas se remettre toujours sur sa qualité parce qu'il y a des limites dans cet effectif, et le problème c'est que Spalletti pour le moment il n'a pas trouvé la patte magique. Donc oui, pour le moment je suis clairement déçu de certains choix de la part de Spalletti et de ce qu'il arrive à faire de cette équipe. Allez, on va parler maintenant de la Suisse, parce que c'est vrai que dans cette partie de tableau, ça peut figurer comme un très très bel outsider, vu cette phase de groupe. Et on va recevoir Jonathan Tunic, qui est spécialiste Anaki. Est-ce que tu nous entends, Jonathan? Oui, est-ce que vous m'entendez? Moi, je Salut. t'entends très bien. J'ai l'impression que c'est nickel comme connexion. Comment ça va? On n'est pas passé loin d'un exploit monumental face à l'Allemagne. Désormais, c'est l'Italie qui se présente. Jonathan, c'est vrai qu'ici, quand on était en Allemagne avec la team hors jeu, c'est une des équipes qui nous a le plus plu, la Suisse. On savait qu'il y a des incertitudes par rapport aux joueurs, par rapport au coach avant le début du tournoi. Ça a terminé avec 5 points, ça a vaincu, mais surtout, ouais, c'est vrai qu'il y a certaines phases de jeu. Cette Suisse, un vrai petit coup de cœur, quoi. Ouais, franchement, il y a des actions qui ont fait plaisir. Moi, j'ai le souvenir vraiment de. Je t'ai passé. Vous m'aviez accueilli dans votre émission juste avant le match contre la Hongrie, et puis je m'étais montré sacrément pessimiste. Et puis je me suis retrouvé à repenser ça à la mi-temps du match contre la Hongrie en me disant waouh, mais là, ce qu'on voit, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu sous Yakin. La Suisse, qui est depuis 15 ans une équipe solide, mais de là à être une équipe joueuse, c'est encore autre chose. On l'avait atteint avec le 3-5-2 de Petkovic, mais là avec Mourad, c'est vrai qu'on avait plus vu une équipe de Suisse comme ça depuis longtemps. Et ce qui est chouette, c'est que tu as 3 matchs différents en phase de groupe avec des animations qui sont complètement différentes. Alors voilà, tout le monde aujourd'hui les 3 premiers matchs de groupe sont un petit peu la rédemption de Yakin, dans le sens où tout le monde avait commencé à. Moi, j'avais dit la dernière fois que j'étais passé que Yakin nous ferait sûrement un coup un petit peu perché qu'on n'aurait pas vu venir. Le coup, ça avait été Ebischer et Doua pour le premier match. Après 12 minutes de jeu, tu as Ebischer qui fait une passe pour Doua, donc c'était déjà bien parti le tournoi pour Yakin. Et, euh, et ouais, franchement, il y a pas mal de choses qui fait très juste. Il a maximisé l'utilisation de Shaqiri, qu'il a fait jouer sur un seul match, qui te met ce but salvateur contre l'Écosse. Qui met son banger Ça habituel, hein. spécial, Celui-ci, ouais. il est magnifique, hein. Ah ouais, il est exceptionnel, il est incroyable. Et puis c'est ça la gestion de Shaqiri, c'est que tu sais qu'il va te marquer un but de fou, et puis le reste du temps, il va avoir un impact qui est moindre sur le jeu. Et la question, c'est comment est-ce que tu combines. Honnêtement, moi, je détesterais avoir
avoir Shaqiri comme joueur parce que tu te casses la tête en fait. C'est tout le temps le pari de savoir est-ce que c'est rentable. C'est un peu ce genre de jeu où tu vas perdre 9 fois, mais la 10e fois tu vas gagner et savoir est-ce que ça vaut la peine. Et Shaqiri dans le jeu, c'est difficile, mais tout à coup, c'est très de génie sur une action. C'est difficile à voir venir. Pour l'instant, Mourad, il l'a bien géré. Aujourd'hui, ce sera un match coup près. Ça m'étonnerait qu'on ne voit pas du tout Shaqiri. Mais je pense pas qu'il le lancera comme titulaire. Après, c'est Mourad, c'est difficile à dire. Moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé les changements contre l'Allemagne. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de positifs, et puis j'ai vu beaucoup de gens dire, ouais, mais on est là. On est la Suisse, c'est déjà super qu'on soit frustré d'un match nul contre l'Allemagne concédé à la dernière minute. Oui, certes, Toi, t'as envie de plus. Toi, t'as envie de plus. c'est pas forcément ça, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop exigeants avec cette nati, et moi c'est plus que le match nul en soi, ça me va très bien, mais sur ce scénario, moi j'ai quand même vu des signes inquiétants, surtout quand tu regardes comment la Suisse, elle s'est qualifiée à l'Euro. C'est ce schéma classique de la Suisse qui a toujours ouvert le score et qui a terminé tous ses matchs sur une sorte de boost de 45 minutes au minimum. Et honnêtement, en match à élimination directe, ça va être compliqué parce que l'équipe de Yakin, elle ne sait pas terminer ses matchs. Contre la Hongrie, il y a le but d'Embolo qui entre et puis qui vient de faire oublier tout ça. Mais tu t'es fait super peur en début de deuxième mi-temps contre la Hongrie. Et puis moi, j'en discutais avec des potes après le match. Puis les potes ils me disaient non, mais c'est un excellent match. C'est pas parce qu'il y a eu 10 mauvaises minutes que tu peux être critique ou quoi que ce soit. Mais c'est un côté de voir des signes de la spirale dans laquelle cette équipe de Suisse tombe toujours. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une équipe de Suisse qui est sur les chapeaux de roue, qui est en confiance maximale, que les démons qu'on a connus pendant la qualification, où tu te prends tout à coup 3 buts en quelques minutes contre la Biélorussie, que ces démons ils sont complètement disparus. Et moi je vois encore quelques signes inquiétants. Alors heureusement à chaque fois ça a été relativement bien contenu parce que tu as des individualités qui font la différence, etc. Mais ouais, moi j'ai pas aimé les changements quand Hmm. Yakin il décide de changer son trio offensif contre l'Allemagne. Derrière, on n'a plus existé, on avait des joueurs. Tu fais entrer Amdouni, Doua, qui clairement ont jamais joué ensemble de leur vie. Et puis tu le vois sur cette fin de match avec des passes dans la profondeur, alors que lui le demandait dans les pieds et inversement. Et ouais, et puis ensuite on en revient à autre chose que j'avais dit l'autre fois, qui est une question de ta la composition de ton effectif de tes 26, dans le sens où moi je vous avais dit qu'une des choses qui a fait gronder en Suisse avant la compétition, c'était le fait qu'il ait décidé de se passer d'un latéral droit remplaçant, avec Lotomba et Mbabou qui te font tous les deux des grosses saisons à plus de 20 titularisations dans des équipes du top 5. Il décide de les laisser à la maison. Aujourd'hui, a priori, le piston droit remplaçant, c'est Leonidas Stergiou, qui est sur une saison. Voilà, c'est un super jeune Stergiou, profil que j'adore, qui était magnifique en Super League pendant des années, mais c'est un central de formation. Ok, il a joué un petit peu latéral droit à Stuttgart, c'est encore différent d'être piston droit dans une défense à Ça, c'est 5. sûr. Et je vous disais qu'il nous avait déjà fait le coup lors du dernier huitième de finale de la Suisse, avec la Suisse qui a affronté le Portugal avec un milieu qui a été replacé en piston droit à l'époque était Edmilson Fernandez. Tu t'en prends 6, la prestation d'Edmilson elle est cataclysmique. Et puis hier, il a dit, hier quelqu'un, un journaliste suisse lui a posé la question de savoir quels enseignements il tirait de la dernière participation de la Suisse en huitième de finale et à cette défaite cinglante du 6-1. Il a répondu quelque chose du style en étant entraîneur, on vit dans le présent, on ne regarde pas le passé. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai sauté au plafond. Je me suis dit, mais ça explique beaucoup de choses, honnêtement. Si Yakin, il ne regarde pas ses erreurs du passé, c'est pour ça qu'il nous refait les mêmes erreurs et qu'aujourd'hui, tu as un Sylvain Widmer qui est suspendu. Et puis la grande question, c'est de savoir, mais quoi est-ce qu'on va bricoler? Est-ce qu'on va avoir un défenseur central en piston droit? Est-ce qu'on va avoir un piston gauche en piston droit? Est-ce qu'on va avoir un Ebicher qui. Enfin, piston gauche, il faudrait déjà qu'on ait un piston gauche de métier. Mais disons qu'un Tsuber ou un Ebicher, parce qu'ils l'ont fait sur les précédents matchs, est-ce que tout à coup on va voir Tsuber qui n'a pas eu une minute dans 7 euros sauf erreur, qui va tout à coup être titulaire à gauche et puis Ebicher qui coule La sa bonne droite? nouvelle, c'est que l'Italie, ils doivent bricoler aussi un petit peu. Donc, ça, c'est pas mal pour vous. Oui, Ouais. d'accord, après, c'est vrai que cet adversaire, c'est pas l'adversaire qui m'effraie le plus, même si j'ai pas envie de tomber dans ce dans quoi certains tombent. Bon, on voit beaucoup ces jours-ci de personnes qui ont commencé à sortir que la Suisse est favorite ou quoi que ce soit. Et c'est pas la mentalité. On a une Suisse qui nous fait une jolie phase de groupe. Il y a une confiance qui règne et c'est très bien. Je suis pas là pour rabâcher tout ça. Mais ça n'a jamais marché pour la Suisse quand elle abordait un match. Et aujourd'hui, quand tu vois il me semble que
Il me semble que c'est Freuler qui dit ouais, mais on était avec eux dans le groupe de qualification à la Coupe du Monde et on a terminé devant eux. Oui, ok, il y a quand même. Je veux dire, le 0-0 contre l'Italie en qualification, c'est, sauf erreur, le ou un des tout premiers matchs de Yakin à la tête de l'équipe de Suisse, quand il te fait ce pari fou de te faire revenir Fabian Frey après genre 5 ou 6 ans sans sélection et qu'il te le met titulaire contre l'Italie. Mais ça reste un match où tu as fait bloc défensif tout le long. Tu as le un partout là-bas où Yakin, il l'a cité récemment sur une vidéo du compte officiel de la Nati où il dit que c'est son meilleur souvenir à la tête de l'équipe de Suisse, c'est un partout à l'Olympico. Il y a quand même un côté où, je sais pas, si c'est ton meilleur match, c'est un match nul, tu vas pas tout à coup commencer à dire ouais, aujourd'hui on gagne facile, on en met deux, et puis ensuite on bloque. C'est ça. Il y a une forme de surconfiance alors, c'est pas juste par superstition, mais juste parce que cette équipe de Suisse, elle a parfois eu de la peine à assumer son statut d'équipe qui compte, que moi, ça me ravit pas de voir cet état d'esprit qui règne. Ouais, Jonathan, pour revenir un petit peu sur les individualités de la Suisse, qui a été, selon toi, le meilleur, le patron de cette équipe? Moi, j'ai ma petite idée parce que j'ai adoré Akanji. Beaucoup vont peut-être Ouais, ouais, citer Chaka. Akanji, c'est vrai que on a vu des prestations qui étaient extrêmement solides. Est-ce que pour toi, voilà, il y a quand même, on sait toujours avec cette équipe de Suisse, une colonne vertébrale qui est intéressante parce que Sommer, ça fait partie des certitudes. On a Fabian Schär de Newcastle, on a voilà Mbolo qui est revenu de sa longue blessure au croisé, on a Shaqiri qui peut sortir et mettre son classique de temps en temps. Mais franchement, la phase de groupe de Monsieur Akanji, chapeau quoi. ouais, pour moi, à Kanji, il y a peu de doute. David Lemos, qui est le commentateur de l'équipe de Suisse sur la chaîne publique francophone, qui est un peu monsieur équipe de Suisse ici dans notre pays, a dit récemment que pour lui, Manuel Akanji était certainement le plus grand défenseur de l'histoire de la Suisse. Et c'est certainement vrai, c'est difficile de venir opposer un Patrick Muller, quand tu vois les prestations d'un Akanji sous le maillot de l'équipe de Suisse et son succès en club, ce qui est souvent très rare pour les joueurs helvétiques. C'est juste monstrueux et qu'on a une chance exceptionnelle de l'avoir et de l'avoir aujourd'hui qui assume voilà, son statut de joueur de Manchester City euh, avec, euh, avec l'équipe de Suisse. Il apporte beaucoup. Pour les autres joueurs, je pense que Chaka fait un formidable travail, mais qu'on peut encore en attendre plus, dans le sens où le travail de l'ombre, il le fait très bien. Euh, je pense qu'il peut avoir plus d'impact encore dans la création offensive. Pour le reste, j'ai vu beaucoup de monde, notamment l'équipe, sauf erreur, a mis Dan Ndoye dans son équipe type la phase de groupe. Je trouve ça. J'ai beaucoup. Moi, j'en attendais pas mal de Dan Ndoye. J'ai été satisfait. Je pense que Dan Ndoye est encore. C'est pas montré suffisamment dangereux C'est pour faire son ce match petit rôle. contre l'Allemagne peut-être qui a fait pencher le truc quoi pour Mais eux. c'est Ouais. ça. Ouais. Et puis il marque un but qui est fantastique. Et puis tu vois qu'il a 5 minutes où tu sais, Il a failli en c'est remettre un ouais, avec sa frappe Hum. croisée là qui est il était belle mode aussi. étoile sur Mario Kart, tout ce qu'il Ouais. faisait, il avait ce point-là. Non, il a fait un bout de match exceptionnel contre l'Allemagne, mais je pense pas que tu puisses dire que c'est le meilleur ailier gauche sur ce début d'Euro. Alors je pense qu'il y a un côté révélation, etc., qui certainement joue en sa faveur et je veux absolument pas discréditer ça. Mais pour le reste, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut entrer dans la discussion aux côtés de Manuel Akanji dans l'équipe de Suisse. Et puis pour reprendre juste sur le fait que tu citais Sommer, ça c'est un des points noirs. Sommer, malgré Qui n'a un pas été succès. rassuré, c'est vrai qu'il y a eu un petit but encaissé, bah, je crois que c'est contre l'Allemagne qui a été refusé sur Hendrich, où il s'était un petit peu troué. Globalement, voilà, Noirdi préfère Kobel. Yann Sommer, t'as un petit doute là-dessus? Moi, je trouve que c'est exagéré. Je pense que l'opinion publique, elle va très vite changer, où tout le monde voyait Yann Sommer comme, en Suisse comme un des tout meilleurs gardiens du monde, des fois. Genre, et je pense qu'il y avait un côté où la figure de Yann Sommer en Suisse était très exagérée. Et là, aujourd'hui, les doutes sont très exagérés. Mais c'est vrai que t'es pas sur. T'es juste d'un point de vue de la dynamique, t'es pas sur la meilleure dynamique. Alors que paradoxalement, je pense qu'Yann Sommer, il sort peut-être de la meilleure saison de sa carrière à l'Inter, où il fait je sais pas combien de clean sheets dans la saison, et sauf erreur, non, j'allais dire le premier titre de sa carrière. Il y en a un avec le Bayern, mais c'était dans une période qui individuellement lui réussissait moins. Donc voilà, je pense que c'est une période exceptionnelle pour Sommer. C'est dur de tout, voilà, de prendre une action, une faute de main sur une frappe rebondissante, Mm. et puis de dire, euh,
et puis de dire voilà, Yann Sommer a perdu de sa superbe. Mais je pense qu'il y a un tout. Il y a le fait que son numéro 2 derrière était titulaire en Champions League, qu'il y avait des voix en Suisse qui commençaient à dire que le prochain grand coup de Yakin, ce serait de changer de gardien. Moi, j'y crois pas. Je pense pas qu'on verra Kobel pendant 7 euros. Mais c'est possible que ça joue un petit peu sur le mental de Sommer, de savoir que selon comment tu termines le tournoi, euh, c'est potentiellement ton dernier grand tournoi en tant que titulaire avec l'équipe de Suisse ou quoi que ce soit. Ça m'étonnerait pas que ça joue un petit peu. Après, ça reste une certitude, mais c'est vrai qu'on va pas le Mm. citer dans les satisfactions de ce début d'Euro. Bruce, ce soir, ça peut être vraiment une histoire de gardien. C'est vrai qu'on a loué le début d'Euro de Donnarumma qui a été excellent, sans doute le meilleur gardien avec Mamardashvili. On a Yann Sommer voilà, on sait ce qui s'est passé il y a 3 ans, qui est un gardien très performant, notamment sur les tirs au but. Elvin pourra peut-être nous parler après de sa saison avec l'Inter. Comme l'a dit Jonathan, il a été excellent. Est-ce que selon toi, ça peut se jouer là-dessus? Parce qu'on peut s'attendre peut-être à ce que le match s'étire au-delà des 120 minutes. Je pense pas qu'il y aura 150 occasions. Je pense pas que ça sera un match ultra ouvert. Alors des fois on dit ça et puis voilà, il y a un but très tôt qui arrive dans le match et le match change complètement. Mais je pense pas qu'il y aura 150 000 occasions. Ça serait une histoire de moment et donc bien sûr que les gardiens vont compter. Surtout que c'est des gardiens quand même qui ont un certain statut, hein. On se rappelle du dernier Euro de Donnarumma notamment et voilà le début d'Euro qu'il fait, il est juste incroyable. Et en face on a aussi un gardien très expérimenté donc oui, bien sûr, surtout que, bah, comme on en parlait un peu plus tôt, ça peut se jouer au péno notamment. Donc oui, je pense que le meilleur des deux, c'est peut-être celui qui fera pencher la balance pour son équipe. Voilà, parce que ce serait une histoire de moment, il n'y aura pas 150 000 occasions et il faudrait être très fort sur ces petits moments parce qu'on sait que quand tu n'as pas 150 arrêts à faire dans un match, il faut savoir rester concentré. Voilà, bon, je m'en fais pas pour les deux, mais il y en a peut-être un, oui, qui va faire gagner son équipe, ouais. Yous, on a beaucoup parlé d'Akanji, de Sommer, de Xhaka, voire d'Endoy. C'est qui l'individualité que tu attends le plus ce soir pour peut-être permettre à la Suisse de sortir l'Italie? Est-ce que c'est un joueur qui peut même sortir du banc? C'est qui sur qui tu vas concentrer ton attention? Moi, j'en attends pas mal d'Embolo, qui est un attaquant que j'aime beaucoup, qui pèse énormément sur les défenses. Et effectivement, sur ce genre de match où ça peut jouer à quelques occasions, à quelques opportunités que tu arrives à décrocher, où on s'attend tous à avoir des prolongations ou des tirs au but, et effectivement, ça va être un match très serré. Je crois beaucoup en Mbolo, qui est pour moi un très bon attaquant, très complet. Et Monaco a beaucoup de chance de l'avoir. Je le vois, enfin, je l'attends. Voilà. Je pense il peut monter de niveau dans cet Euro. Voilà, même s'il a été plutôt pas mal par séquence. Je pense qu'il peut monter le niveau et être décisif sur un match où on l'attend. Ouais, c'est vrai que Bastoni Mbolo, Mancini Mbolo, ça peut être des duels de beaux Ouais. bébés. Elvin, spécialiste Serie A, je voulais profiter de ta présence forcément pour te parler d'Ebicher, d'Endoy, de Freuler, voire de Calafiori, même Skroporski avec la Pologne qui nous a écœuré l'autre jour. C'est vrai que c'est un peu le championnat d'Europe de Bologne, hein. On a beaucoup parlé de Thiago Motta, mais on sait que c'est toujours compliqué. Des fois, tu sais, un contexte club, un contexte sélection. Là, on a énormément d'éléments de Bologne qui se mettent en valeur durant 7 euros. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es plutôt surpris de voir cette très bonne forme des joueurs de cette équipe qui, on rappelle, est qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions? Non, bah pas surpris. Bologne a surnagé cette saison. Moi, quand je vois la plupart des joueurs de Bologne, que ce soit suisse ou pas suisse, je vois une progression. Pas que technique, même mentalement, on voit qu'il y a des joueurs qui sont arrivés en forme, etc. Bon, il y a beaucoup de joueurs de Serie A, tu l'as dit, même sur le banc, au Cafor, etc. Mais pour revenir au terme suisse, par exemple, moi, Ndoye, forcément, cette saison, j'ai adoré ce joueur. Alors, c'est pas le joueur le plus décisif, mais c'est un joueur qui a beaucoup progressé dans son jeu. Et, euh, et voir un petit peu de continuité chez ce joueur, pour moi, c'est un petit peu la mission désormais de Ndoye, parce que pour moi, il a les qualités pour mieux faire. Et c'est un joueur qui peut trouver une certaine continuité s'il arrive à trouver un équilibre dans ses prestations. Mais quand je vois, on va dire, même Freuler, par exemple, qui a joué en Serie A, qui joue en Serie A, etc., je me dis que oui, il y a quand même un très très bon vivier et que mentalement, la plupart des joueurs qui jouent à Bologne, d'ailleurs, je crois que c'est le deuxième club le mieux représenté à l'Euro, deuxième ou troisième club le plus représenté, C'est ouf on ça. voit que mentalement, ouais, on voit que mentalement, ils sont vraiment en forme. Ça, c'est clair. C'est vrai qu'on a pu apprécier sur cette phase de groupe. On verra sur la phase élimination directe si la bonne vibe Bologne continue. Jonathan, un mot de la fin. Voilà, ce match à 18h, dans quel état d'esprit tu es?
écoute, une certaine excitation quand même. Enfin, je veux dire, on parle d'un match élimination directe d'une grande compétition européenne. Je sais pas exactement comment on va vivre le match parce que ça risque d'être chaotique ici. J'ai l'impression que je termine en mode présentateur météo, mais je sais pas comment c'est en France, mais à Genève en tout cas, on a des grosses alertes météorologiques, rafales, tout ça. Donc ils ont fermé la fan zone. Et alors heureusement, moi j'ai une réservation dans un bar avec des potes, mais je sais même pas à quel point, vu ce qu'ils nous annoncent, je sais même pas si je vais réussir à me rendre jusqu'au bar ou quoi. Donc honnêtement, je sais pas à quoi ma journée va ressembler. Et puis le scénario du match et ce qui se passe à Berlin, c'est qu'une petite partie là-dedans. Mais non, non, je me réjouis de vivre ça, quoi qu'il en soit, que ce soit chez moi devant la télé ou avec mes potes. Exact. Bah écoute, verdict vers 20h, voire 21h selon la tournure du match. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan, de nous avoir accompagnés pendant une dizaine de minutes pour revenir parler de cette Nati. C'était top. Merci à vous. Merci, Merci. Jonathan. Merci. Bon les amis, on a pu conclure cette preview sur Italie Suisse. Je pense qu'on a été assez complet. Je vous propose qu'on passe sur le match suivant parce que voilà, on a 2 matchs par jour avec ces huitièmes de finale, donc c'est reparti pour une belle cadence. Dommage pour le petit match de 15h, mais ce soir, bah ouais, c'est le pays hôte, c'est un des grands favoris qui sera face au Danemark. Bruce, comment est-ce que tu le situes ce test? Parce que pour la National Mannschaft, voilà, on a envie encore d'accélérer le pas, de confirmer ce statut de favori avec peut-être l'équipe qui nous a le plus séduit avec l'Espagne. Est-ce que toi tu sens le piège ou est-ce que tu sens une Allemagne, on va dire, plutôt confiante? Ça peut devenir un piège si jamais tu fais ton troisième match de poule contre le Danemark, tu vois. Parce que c'est vrai que l'Allemagne nous a impressionné d'entrée contre l'Écosse. Bon, ils ont déroulé, après il y a eu le rouge et tout. Sur le deuxième match, ils avaient concédé quand même quelques situations, mais ils avaient su faire le taf. Et sur le troisième, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué. Après, bon, comme tu l'as dit, moi derrière l'Espagne, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné. Parce que voilà, ils ont quand même un pouvoir offensif où tu sens qu'ils sont capables de mettre trois quatre buts, ils peuvent marquer de différentes manières. En plus, on était de plus en plus peut-être à le vouloir à la pointe de l'attaque. Là, apparemment, ça parle beaucoup de Füllkrug à la place d'Havertz, qui va apporter autre chose, bien sûr, parce que lui, c'est un pur neuf. Avec le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a planté 2 buts. Donc, c'est peut-être un petit ajustement à faire et qui va peut-être faire un peu progresser cette équipe d'Allemagne. Mais sinon, non. Le Danemark, on en parlait, ça ressemble un peu à la Suisse de base dans les grandes compétitions sur des équipes très sérieuses qui passent les poules et qui après peuvent poser des problèmes à n'importe quelle équipe sur un match. Donc l'Allemagne, il faut quand même se méfier. C'est sûr que s'ils font pas un bon match, ils peuvent se retrouver en difficulté parce que le Danemark, on a vu par exemple à Hochberg qui est très bien. Bon, t'as toujours Eriksen qui est toujours présent aussi, qui peut te donner des caviars. C'est comme j'ai dit une équipe sérieuse. Donc voilà, mais après l'Allemagne, c'est vrai que sur le papier, ça paraît quand même bien supérieur, surtout qu'ils sont à la maison, on le rappelle. T'as quand même un Musiala qui est en feu, t'as des milieux de terrain, quand tu vois les Kroos, les Gundogan, etc., c'est exceptionnel. Derrière, ça peut tenir la route. Après, moi, ma seule petite réserve, oui, c'est une équipe qui parfois peut être un peu déséquilibrée, parce que forcément, vu le profil des joueurs, ça peut attaquer beaucoup, mais je trouve qu'il y a parfois un peu trop d'espace entre les défenseurs et les milieux de terrain. Donc en transition, et notamment avec Eriksen en rampe de lancement, etc., qui peut vite trouver un offensif, c'est là où ils peuvent quand même concéder quelques occasions. Mais après, à ce petit jeu-là, même si le Danemark va se créer des occasions pour moi, le truc c'est que l'Allemagne va forcément se créer plus d'occasions que le Danemark à ce petit jeu-là. J'ai bien peur que pour le Danemark, à un moment donné, ça pèse un peu trop pour eux. Et du coup, moi, je vois les deux équipes marquer. Mais je vois quand même l'Allemagne s'en sortir avec un 2-1 ou un 3-1 parce que le pouvoir offensif et notamment l'expérience et les joueurs qui sont au milieu de terrain, c'est quand même très très fort. On a parlé de ce pouvoir offensif à l'instant avec Bruce Youss. Il y a un joueur qui évidemment nous a tous plu, c'est Musiala qui a livré voilà, une très très belle phase de groupe. Peut-être un petit peu déçu par Florian Wirtz. Est-ce que toi tu t'attends à une montée en puissance? Et justement, on a souvent loué le fait que Nagelsmann savait mettre ses individualités dans le bon tempo, à leur bonne place. Wirtz, on sent qu'on n'a pas encore retrouvé le joueur totalement influent de Leverkusen. Et voilà, un premier match intéressant contre l'Écosse. Mais on sent que pour que l'Allemagne aille au bout, il faudra que Wirtz lui aussi se mette au niveau de Musiala. Oui, c'est surtout, c'est sans doute, ouais, peut-être après se mettre au niveau, je sais pas, mais peut-être prendre le relais quand Musiala sera un peu moins bien. Après, là, pour le coup, sur ce match-là, j'ai vu des compos annoncer que Füllkrug remplacerait Wirtz. Donc, à voir quel sera le 11 choisi Et du coup, par notre ami. ça serait Havertz Ça et serait Havertz, Musiala en Füllkrug, soutien. Ce que j'allais dire, c'est une c'est possibilité ça. aussi vu la C'est aussi forme une des joueurs. Ouais, possibilité. ouais, ouais, ouais.
À voir, hein, peut-être que dans un espèce de voilà, peut-être un duo ou un trio avec Havertz sans soutien, ça peut aussi marcher. À voir, mais c'est une chose est sûre, c'est que Füllkrug va apporter quelque chose de plus, peut-être plus de présence, plus de crainte pour les défenseurs adverses dans la surface. À voir également, voilà, s'il n'y a pas d'autres choix, même en cours de match, qui peuvent aider l'Allemagne. On a vu notamment le, l'ami, l'ami, l'ami arrière gauche, j'ai oublié son nom. David Raum. David Raum, exactement. David Raum qui est Moi, je l'ai rentré, pas oublié a... son nom, moi. tu m'étonnes. David Raum qui a aussi qui peut faire parler cette qualité de centre, et pour des joueurs comme Füllkrug qui sont redoutables dans la surface, ça peut faire la différence. Mais plus globalement, oui, je pense quand même ouais, que cette Allemagne, de la même avis que Bruce, hein, on va pas tout révolutionner, mais je pense que cette Allemagne est quand même au-dessus du Danemark. Cette cartouche Füllkrug, c'est quand même un luxe de l'avoir et de pouvoir se dire, après des poules qui globalement étaient satisfaisantes, offensivement, l'Allemagne a pu montrer et envoyer un message à pas mal de concurrents. Ils ont cette possibilité d'avoir un Füllkrug qui peut apporter quelque chose de différent, surtout, et qui peut vraiment aider cette équipe d'Allemagne. Donc c'est clairement un luxe pour eux. Maintenant, je pense que effectivement curieux de voir à quel point ça va changer ce visage offensivement. Quid de Wirtz, quid d'Havertz. Malgré tout, je pense qu'effectivement cette équipe d'Allemagne est au-dessus. Et cette petite question Wirtz pour répondre plus clairement sur ça, Scipion. Effectivement, je pense que c'est un des enjeux dans ces phases éliminatoires, à quel point il va être capable, tu vois, de prendre le relais, parce qu'effectivement, c'est peut-être celui qui est un peu en dessous offensivement depuis le début Un peu depuis le début fatigué, de moi j'ai l'Euro. l'impression, Sans comme doute d'autres fatigué, joueurs qui c'est ont eu des clair. longues saisons, tu sais, qui ont moins les jambes et tu le ressens, ouais. Ouais, et puis ouais, comme on sait, il a joué lui jusqu'au bout, hein. Il a joué le plus de matchs possible, parce qu'effectivement, il a tout joué en Ligue Europa, il a tout joué en Coupe d'Allemagne. Donc il y a peut-être aussi ça qui joue. Mais effectivement, ça sera un des enjeux, peut-être pas ce soir du coup, mais sans doute sur les quarts, les demi et potentiellement peut-être la finale. Toi, Elvin, ton regard sur cette Nationalmannschaft, sur ce pays hôte, est-ce que ça a toujours l'étoffe d'un favori? Est-ce qu'il y a tes craintes par rapport voilà, à l'attitude défensive, au fait que ça concède pas mal d'occasions et de cartons, bah, voilà, notamment Jonathan Tah qui est remplacé par Schlotterbeck, suspendu ce soir. Quel est ton sentiment par rapport à cette équipe d'Allemagne? Oh, bah, je vais pas être original, hein. L'Allemagne fait peur. Clairement, fait peur. L'effectif, il fait peur. Déjà, quand tu vois le banc, quand tu vois les joueurs qui sont capables de te sortir, même en cas de difficulté. Après, moi, je voulais vraiment m'appuyer sur Füllkrug, parce que je pense que c'est un joueur qui est, que ça soit en pivot, dans la surface, c'est le type de joueur dans les phases à élimination directe. C'est toujours ce type de joueur qui réussira très certainement à t'aider. C'est un autre profil qu'un Havertz, mais honnêtement, est-ce qu'Havertz a mérité sa place dans ce 11-là, dans ce type de match? Non. Donc, il y a aussi un système de méritocratie parfois à installer, et ça serait une belle récompense pour Füllkrug de retrouver cette place. Après, le seul moyen pour moi que le Danemark puisse mettre, ne serait-ce qu'inquiéter, on va dire, l'Allemagne, c'est en transition. Je crois que c'est Bruce qui l'a dit. Pour moi aussi, je pense qu'en transition, ça peut être une solution. Après, voilà, le Danemark va très certainement chercher le 0-0 le plus longtemps possible. Après, avec la qualité offensive qu'a l'Allemagne, honnêtement, je vois pas comment la Mannschaft peut ne pas se qualifier ce soir. Moi, si juste je peux rajouter un petit truc par Vas-y. rapport à ce qu'il disait sur Füllkrug, moi je suis complètement d'accord. Et Füllkrug en plus, là où c'est un beau bébé, il a une finition de taré et tout, et l'Allemagne, on le sait historiquement, ils ont toujours eu leur pur neuf. Là, Havertz, on l'aime bien, mais on sait que c'est plus un faux neuf, etc. Et Füllkrug en plus, c'est que mine de rien, par rapport à son gabarit, il n'est pas ultra lent, il est aussi capable de temps en temps de prendre de la profondeur. Et on l'a déjà vu aussi en Ligue des Champions, par exemple, on le voit en club et tout. Donc c'est vraiment le neuf parfait, t'as l'impression, pour cette équipe d'Allemagne, surtout avec les joueurs qu'il y a autour de lui, que ce soit au milieu ou plus devant. Enfin, le mec, il peut se régaler avec le nombre de ballons qu'il aura, et il apportera forcément autre chose. Il sera complémentaire de tout ce qui est autour. Donc, moi, j'aime bien Havertz aussi, mais perso, pour la pointe de l'attaque, il n'y a pas photo, ça doit être Füllkrug, ouais. Yous, pour la patte tacticien qu'on a évoquée tout à l'heure avec Spalletti, celle de Nagelsmann pour le moment, quel est ton avis là-dessus, ton ressenti? On a le sentiment voilà, qu'il a su mettre un jeu offensif en place qui est quand même super intéressant, et notamment la liberté accordée à un Gundogan qui peut se balader dans les 30 derniers mètres. Peut-être voilà, forcément les trois offensifs, peut-être que l'apport d'un Füllkrug, ça va faire du bien à tout le monde. Toi, ce début de compétition de l'ancien entraîneur du Bayern, tu le juges comment?
Ah plutôt très positivement, hein, clairement comme tu as pu le dire d'ailleurs, c'est des discussions qu'on avait, on pouvait se poser la question de la complémentarité des des 3 de devant, voilà, on pouvait se dire que c'est des joueurs qui vont se marcher dessus pardon, pour le coup pas du tout. On peut voir qu'il y a beaucoup d'intelligence dans les déplacements, qu'effectivement chacun a sa place, du coup on voit peut-être un peu moins Wirtz, mais après il y a qu'un ballon et tant que le collectif est bon, je pense que c'est le plus important et puis aussi voilà cette capacité à se remettre en question, même si la poule a été très bonne, il était en difficulté contre la Suisse. Il perdait 1-0 et potentiellement, tu n'allais pas finir premier. Et il a fait ce changement Füllkrug et Rom. Et bah, du coup, clairement, tu vois qu'il est aussi pas têtu. Donc, il a conscience de ces différentes options qui s'offrent à lui. Pour le coup, offensivement, je pense qu'on a tous été impressionnés. Donc, moi, pour le coup, je suis assez satisfait de ce qu'a fait Nagelsmann dans cette phase de poule. Et cette patte, on la reconnaît bien et potentiellement curieux de voir comment ça va se passer en huitième, en quart et tout ce qui s'en suivra potentiellement. Parce qu'effectivement, on sait que sur ces matchs-là, il faudra aussi être presque parfait, mais en tout cas au niveau défensivement. C'est peut-être le mini point noir qu'il y avait sur ce début d'Euro pour l'Allemagne. Ouais, curieux de voir comment ça va se passer à ce niveau-là. Maintenant, en tout cas offensivement sur ce que nous a montré l'Allemagne et globalement, voilà, il n'y a pas un match de l'Allemagne où on s'est fait chier, merci à eux. Et on peut quand même remercier Nagelsmann là-dessus, hein. Ouais, il y a Fauci qui nous dit, étant supporter de Dortmund, je pense que Füllkrug peut optimiser au max les performances d'un joueur comme Wirtz avec ses qualités en pivot. Donc peut-être que l'apport d'un Füllkrug, au-delà de faire du bien à l'équipe de Nagelsmann, c'est aussi pour les coéquipiers. Bruce, le statut de pays hôte, de favori, est-ce que tu penses que cette équipe d'Allemagne, où on sait que bah, voilà, depuis la demi-finale de l'Euro 2016, les dernières compétitions ont été ratées, tu as eu des éliminations en phase de Bien groupe, tu raté, as eu ouais. un huitième de finale anecdotique au dernier Euro. Est-ce que tu penses que mentalement, cette équipe, elle est prête? Oui, pour moi, elle est prête. C'est pour ça que je les avais mis favoris de cette compétition, parce que on peut pas sous-estimer le fait de recevoir. Et c'est ce qu'on s'était dit aussi. Si jamais elle entame bien son euro, bah, il peut y avoir tout le pays derrière qui se met à y croire. Alors que c'est vrai que l'Allemagne ces derniers temps, c'était pas fameux. Il y avait beaucoup de doutes sur la sélection. Mais là, tu sens que tout le monde y croit là-bas au pays. Donc, quand tu vois les joueurs, quand tu vois l'expérience qu'il y a, enfin, je veux dire, il suffit de voir le 11 et comme vous l'avez dit, l'Italie, c'est vrai que sur le banc, c'est loin d'être incroyable, mais eux, on a des hésitations, tu vois, tu peux te poser la question entre Havertz et Füllkrug ou Havertz et Wirtz, tu peux faire entrer des joueurs derrière comme Schlotterbeck, enfin, je veux dire, il y a un banc en plus de ça, tu as de l'expérience, tu as la jeunesse, t'as de tout, donc pour moi toutes les conditions sont réunies. En plus de ça, ils sont quand même pas mal rassurés dans cette phase de poule et eux, bien sûr, qui sont convaincus qu'ils peuvent aller au bout. Et moi, je continue de penser que cette équipe sera très dure à sortir parce qu'ils ont tout est réuni et vu que bah, c'est à la maison, forcément, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas sous-estimer. Ouais. Ouais, je crois, Evelyne, t'en parlais tout à l'heure du banc de l'Allemagne. Il y a quelques joueurs que t'aurais bien pris pour l'Italie, je crois, non? Bah, au-delà de tout ça, enfin, on parlait tout à l'heure du numéro 9. Je pense qu'il y a bien, s'il y a bien une sélection qui a pas de numéro 9 et pas depuis 2 ans, hein, depuis des années, c'est bien l'Italie. Moi, je voyais un commentaire tout à l'heure qui parlait de cette mode aujourd'hui dans le foot. Alors, je suis peut-être vieille école, mais de De mettre pas des faux avoir pur numéros. neuf, ouais. Ouais. Voilà. Bon, l'Allemagne, la qualité qu'elle a, c'est que derrière, elle peut se permettre de pas mettre un vrai neuf parce que techniquement parlant, tu as des joueurs de ballon, tu as des joueurs qui ont un certain feeling avec le but, Musiala, Wirtz, tout ça peuvent t'offrir un certain nombre de buts dans une compétition. Mais quand tu as la capacité, surtout dans des matchs coup près, parfois piégeux, on ne sait pas ce que peut donner le Danemark. Ça peut être une équipe qui joue à 11 derrière et sur un contre-pied te met en difficulté. C'est toujours bénéfique d'avoir un joueur grand de taille qui se joue en pivot, qui sait te remplir la surface de réparation. Donc, quand tu as la capacité, mettons les numéros 9, arrêtons avec ces faux numéros 9 qui te créent parfois plus de problèmes et de déséquilibres plutôt qu'autre chose. Ouais, il y a Pierrot Igneux qui disait Immobilier n'a même pas été retenu, étonnant quand même, l'expérience est pure neuf. Je crois qu'Immobilier, on arrive sur la fin de la fin, non, Elvin? Ah, bah, Immobilier, c'est même plus s'il est joueur de foot ou pas. Donc, Puis avec déjà, ça, c'est une bonne l'Italie, nouvelle. ça a jamais été extraordinaire, quoi. Voilà, c'est vrai que ça, non, on n'a jamais sauté au plafond avec Hmm. Immobilier. On va parler maintenant forcément de cet adversaire du Danemark. On a commencé un petit peu à évoquer, peut-être pas le piège, mais se dire que ça pouvait être un niveau comme la Suisse. Youss, ce 11-là, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'on a des joueurs qui arrivent avec un certain niveau, des certitudes. Je pense à Huberg qui a été excellent, notamment où on se dit, bah tiens, ce joueur-là qui est dans une situation un petit peu inconfortable avec Tottenham, ça pourrait être un des bons coups du mercato Ça en parle à estival. Milan. Moi, je suis, Ça en parle à je Milan. Moi, suis
franchement, pour. Je suis pour. je suis vous, je fonce tous les jours. Quel est toi ton regard, J'ai cru Yous que tu allais dire je le prends à Bordeaux, moi. oui, bah, Højbjerg, vu le niveau de dette, je sais pas, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on vende le stade. Ah bah non, il nous appartient même pas, donc non, c'est foutu. Ah Bref, merde, un autre prêt peut-être. ouais, un 150e prêt de Gérard Lopez en 3 ans, voilà, peut-être que la DNCG réussira encore à fermer les yeux là-dessus. Bref, est-ce que pour toi, ce Danemark-là, on sent que c'est quand même un peu moins intéressant dans le jeu par rapport à 2021. Est-ce que ce Danemark-là peut réaliser l'exploit? Bah, c'est peut-être un peu moins bien dans le jeu, comme tu le dis, mais c'est une équipe potentiellement qui peut être relou à jouer. Et par exemple, je pense qu'on se souvient du match de poule contre l'Angleterre. Et pour le coup, le Danemark a pas mal mis en difficulté l'Angleterre. Tu sens qu'ils sont parfois allés chercher. L'Angleterre savait pas trop comment sortir. Donc ils ont cette capacité je pense, à faire chier sans ballon. Maintenant, avec le ballon, l'enjeu est là. Voilà, effectivement, tu as des joueurs comme Højbjerg qui ont fait un bel Euro. Eriksen, la belle histoire. 3 ans après, c'est juste incroyable qu'il soit déjà juste sur le terrain. Mais je la sens quand même en dessous, cette équipe danoise. Maintenant, c'est clairement l'équipe poil à gratter. C'est un bon test pour l'Allemagne, mais je les vois quand même pas assez, peut-être pas assez puissants, pas assez détonnants offensivement pour trop inquiéter l'Allemagne, quoi, malheureusement. Bruce, on a eu à l'instant un petit débat sur le numéro 9 avec Elvin, et là c'est un des 9 qu'on a très très peu vu sur cette phase de groupe, c'est Rasmus Højlund, qui pourtant a été un des très bons buteurs de la phase de qualification de l'Euro, qui a un démarrage peut-être un peu timide avec Manchester, mais qui a fini par mettre ses buts. Est-ce que pour toi ça peut être la clé justement de réussir à trouver Højlund plus que sur 10-11 ballons? Oui, bah, de toute façon, ça passera par là, c'est sûr, si le Danemark va avoir une chance, mais c'est un joueur qui a de la qualité quand même c'est vrai que sur cette phase de poule, ça n'a pas été simple, mais c'est un joueur qui peut poser beaucoup de problèmes et qui malgré tout est pas lent non plus par rapport à son gabarit, qui peut faire beaucoup de choses. Donc oui, moi je pense que Højlund peut faire un vrai bon match. Voilà, parce que par moment il aura aussi de l'espace. On l'avait dit en transition, c'est peut-être comme ça qu'on peut emmerder l'Allemagne. Ils ont les joueurs pour au milieu de terrain pour essayer de trouver les attaquants rapidement. Et c'est ce genre de situation qui peut correspondre aussi à Højlund parce que bah forcément en face ça va pas bétonner, ça va attaquer. Donc oui, moi je vois Højlund poser des problèmes, des difficultés. Après bon, il y a des sérieux clients en face, hein, donc il aura aussi des 1v1 voire des 1v2 à jouer. Ça sera pas simple pour lui. Mais il aura quelques situations, je pense, à se mettre sous la dent, mais il faudra être précis et voilà, parce que tu n'en auras pas non plus 150 000 quoi. Ouais, en face, tu as quand même cette défense Elvin avec Christensen, Vestergaard, Andersen. On sait que ça va être des duels de costauds. C'est peut-être pour ça aussi que Füllkrug rentre en jeu. On rappelle, le Danemark a fait 3 matchs nuls lors de la phase de groupe. Est-ce que pour toi, Elvin, le plan du Danemark, c'est forcément cet intérêt d'étirer le match jusqu'à aller au tir au but? Ou est-ce que tu penses que face à cette Allemagne-là, on l'a dit, de temps en temps, il y a des occasions, il y a des cartons jaunes. Est-ce que le Danemark doit vraiment chercher absolument le 0-0, le 1 partout, le match nul jusqu'au bout? Dire que tu as Kjær, le soldat qui est sur le banc. Mais bon, Mm. le Danemark est passé à autre chose. Alors, je m'attends à un match où le Danemark défend. Déjà, très certainement, une défense à 5 et une volonté de réduire au maximum les espaces. C'est pour ça qu'il y aura très certainement peu de ballons pour un Poulsen ou un Højlund. Maintenant, je pense qu'on l'a vu dans cet Euro, les équipes qui sont récompensées, c'est les équipes qui jouent. Et dans le foot en général, certes, c'est l'Allemagne. Certes, tu peux pas lui laisser le moindre espace parce que ça finit en jeu. Mais j'aimerais tellement voir une Danemark qui va chercher l'Allemagne. Elle a mis en difficulté, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Angleterre quand elle a décidé d'aller chercher cette Angleterre. Certes, une équipe sans identité, qui a des stars, mais qui ne sait pas comment naviguer. Là, l'Allemagne, c'est différent, c'est une équipe avec une certaine identité. Mais plus le Danemark ira chercher cette Allemagne, pour moi, plus elle aura de chances de se qualifier, parce que c'est pas en restant 11 derrière qu'elle va s'amuser ce soir. Bon, je Je crois suis que d'accord. messieurs, on a été assez complet sur l'Allemagne-Danemark. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter ou pas du tout. En vrai, c'est une belle journée parce que les matchs, autant il y a des huitièmes qui sont un peu déséquilibrés sur le papier. Là, pour le coup, oui, il y a des petites tendances et encore, mais au moins tu te dis, il peut un peu tout se passer, tu vois. Donc c'est On a des sympa belles aujourd'hui. oppositions, ouais, c'est clair. Ouais, c'est sympa aujourd'hui. Ouais, franchement, pour lancer cette phase à élimination directe, ça va être intéressant. On rappelle que l'Allemagne-Danemark, c'est potentiellement le quart Espagne-Géorgie et Suisse-Italie, c'est Angleterre-Slovaquie. Donc on verra ça pour dès demain, dimanche, et on se retrouvera évidemment en plateau pour discuter de tout ça. Voilà, on remet un petit peu le tableau final pour se repérer, mais c'est vrai que ça va lancer un petit peu cette phase qu'on attend tous avec Titi Henry, ça manque de Cornelius au Danemark. Je pense que il y a beaucoup de choses qui manquent au Danemark aujourd'hui, mais pas ce bon vieux Andreas Ouais, ouais, Cornelius. on va pas abuser. Allez messieurs, je vous propose qu'on passe au Pronogate.
avec les résultats de la nuit, puisqu'on pariait hier sur un petit buteur avec mon ami Bruce. On a mis 2 points, puisque voilà, nous on avait mis Lucas Paqueta à 3,65. On n'a pas vu les résultats, on a vu le classement direct. Là, normalement, on voit pas les résultats, Poinon. Ouais, mais il y a que écrit pour Ah. les résultats, donc je les Il cite va à falloir l'oral. vérifier qu'il n'y ait pas eu des erreurs, hein, tu connais. Et un point pour Braque et le chat, car ils avaient mis Vinicius. Donc voilà, on a tous les deux, on a tous les 4 marqué des points, nous un petit peu plus. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais Paqueta, il a loupé un penalty. Je me suis dit, aïe aïe aïe, il a encore mis 0-0 mi-temps contre le Paraguay, ce coquin. Mais finalement, ça a fini par passer. Donc on est plutôt satisfait. Donc voilà, on rappelle que Bruce, tu es en tête devant C'est moi-même, serré, hein. Braque qui suit. Et ouais, et Kanto, c'est Guezal qui ferme la marche. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un petit trio. Le FC sympathique. Guez, ils sont tellement claqués à chaque fois. Ils osent nous tailler, mais ils sont toujours dans les bas-fonds. Eh, vous êtes vraiment nuls, le chat, je tiens à vous le dire quand même. Allez, peut-être qu'ils vont réussir à se rattraper avec les matchs du jour. Les matchs du jour, forcément, on va parier sur cette rencontre entre la Suisse et l'Italie et le Canada contre le Chili. Donc on peut afficher peut-être les pronostics. C'est affiché, t'inquiète. Ouais. C'est affiché, voilà. Comme moi j'ai un petit peu de temps de retard, Ouais, donc on est beaucoup à voir un match qui va en prolongation, sauf Zalou qui voit la Suisse. Et puis dans l'autre sens, Braque qui voit le Chili l'emporter face au Canada. Et sinon, on est tous partis sur le Canada. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de variantes. Il n'y aura pas non plus énormément de bouleversements au niveau du classement. On va voir maintenant le petit My Match qui sera forcément sur l'Allemagne-Danemark du soir. On va voir un petit peu ce que chacun a mis. On va vous laisser voter évidemment dans le chat pour aller sur le parieur, sur celui qui, selon vous, sent le plus le foot dans la team, avec quelques combinaisons sympathiques. Donc, on a l'Allemagne et 2 équipes qui marquent à 3,60, Füllkrug buteur, au moins une équipe sur penalty qui marque à 3,70, et puis le seul my match au-delà de 5 avec Allemagne, Füllkrug, et score exact, le rongeur, 1-0, 2-0, 2-1 ou 3-0. Donc, ça va être l'occasion de parier. Le dernier, je vois bien Kanto, Füllkrug. Moi aussi, je pense. Je sais que Zal, il aime beaucoup Füllkrug. Je me dis que toi, j'hésite entre le 3,60 et un autre Füllkrug. Donc, à voir. Moi, toi, tu brouilles les pistes, donc attention à ce que J'aime tu bien, dis. voilà. Toi, tu En t'es mode, placé sur Füllkrug, toi. Ah, peut-être. Ou alors, attends, qui avait mis déjà obtient un penalty ou but sur Je sais penalty? plus Il y a si quelqu'un c'était qui l'avait joué déjà Kanto, une fois. Kanto ou Braque, je sais plus du tout. Ah. En tout cas, pour l'instant, c'est largement celui à 5-10 qui est plébiscité, sélectionné par le chat. Encore 6 secondes pour voter, les amis. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est bien le 5e my match qui a été choisi. Avec l'Allemagne qui gagne, Füllkrug qui l'emporte, je pense qu'on peut révéler. Zalou. C'est Zalou qui a fait le rongeur. Ah, c'était toi le péno fumier. Ouais, je vois bien un petit penalty, ouais. Un petit duel, voilà, je vois bien Christensen accrocher Füllkrug et lui casser encore une dent. Donc je pars bien là-dessus, de mon côté. Bon, en tout cas, les amis, merci pour cette première quotidienne des 8e de finale. On se retrouve dès demain en plateau. Ça y est, le grand retour à Paris pour continuer avec les matchs du jour et faire un point bleu et se projeter tout doucement sur le France-Belgique de lundi 18h. Merci beaucoup, Bruce. Merci les gars, c'était très sympa et merci à Elvin aussi d'être venu. Bah ouais, mais merci Elvin d'avoir été avec nous pour parler de la National et de l'autre match. C'était top comme d'habitude. Merci à vous, toujours un énorme plaisir et j'espère qu'on va se divertir ce soir. Et qu'on se reverra surtout. Et qu'on se reverra. J'espère parce que c'est une dernière qualification. Ouais. Exactement. Merci aussi Yous. Merci Scipion, merci à tous, c'était un plaisir. Ça permet de se réveiller, ou en tout cas de se réveiller encore mieux si on était déjà réveillé depuis longtemps. Oula, bizarre, là, non, tu t'es trahi. Ça veut dire que tu t'es levé à 11h, toi, fumier. T'as été réveillé 11h30. J'ai pris un Aérus ce matin, ça casse. C'est vrai, moi j'en ai plus, je suis dans le dur. Et les gars, juste pour dire, Yous, il fait partie de ceux qui se lèvent tôt dans la team. Il est top 2, top 3, faut être honnête. Il y avait Ruano, il y avait Yous, moi, on est les 3 qui se levaient le plus tôt de loin. Les autres, if I speak, il y en a... En plus, j'étais celui qui me couchait le plus tard à chaque fois. C'est vrai. Tu reviendras. À demain. Ouais. En tout cas, merci beaucoup les amis, merci le chat. Et puis bah voilà, bon match pour tout à l'heure. On se retrouve nous à demain. Salut. Ciao la team. Ciao.